La prise en charge des urgences dans les hôpitaux, c'est un problème. La famille d'Ousseynou Diagne ne dira pas le contraire. Ousseynou, victime d'un accident, a rendu l'âme dans l'ambulance qui le transportait après avoir fait le tour de plusieurs hôpitaux sans qu'aucun ne veuille le prendre en charge. Son frère jumeau meurtri par ce refus d'assistance de personnes en danger veut porter l'affaire devant la justice. Les organisations communautaires font la différence. C'est le thème de la journée mondiale de lutte contre le sida célébrée ce 1er décembre. Le sida est une maladie réelle à Ziguinchor. Près de 500 nouveaux cas enregistrés rien qu'en 2019. Sur les 500, les 46 sont des enfants. La maladie est même devenue une source de divorce là-bas à Ziguinchor, surtout que la prise en charge des personnes vivant avec le VIH n'est pas chose facile à cause de la non-disponibilité des antirétroviraux. Ce soir, à partir de minuit, les travailleurs de la SDE entament une grève de 72 heures, un arrêt de travail de 3 jours pour réclamer 15% des actions de la nouvelle société Suez. Des consuméristes, l'ASCOSEN et le FOJCOSEN, le Forum des jeunes consommateurs, demandent aux syndicalistes de la SDE de surseoir à la grève pour donner une chance à leur médiation. L'APR, le parti au pouvoir, fête ses 11 ans ce dimanche. Cérémonie cet après-midi au siège du parti à Mermoz. En présence du chef de l'État, un spécialiste en communication analyse justement l'APR. C'est un parti désorganisé, dépourvu d'instance et de numéro 2. La seule personne qui fait l'APR, c'est Macky Sall, estime Bakary Domingo Mané. Macky Sall est donc l'alpha et l'oméga de l'Alliance pour la République. Un de ses lieutenants, justement, les lieutenants du chef de l'État, Mambay Niang, devant le grand jury tout à l'heure, condamne le comportement de Guy Marius Sagna et compagnie. Sur un autre registre, le chef de cabinet du président de la République préconise la suppression de la mairie de Dakar et de toutes les mairies de ville. Le sport en fin de journal, Cheikh Tidiane Diagne. Doulaye Diop est à la technique. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. D'abord, ce fait qui remet au goût du jour la prise en charge des urgences dans les hôpitaux. Ousseynou Diagne, 39 ans, victime d'un accident de la route. Il a été évacué à l'hôpital principal, mais sur place, les agents ont refusé de le prendre en charge. S'en est suivi des heures et des heures de tracasserie dans les différentes structures sanitaires de la capitale. Malheureusement, l'irréparable s'est produit. Ousseynou Diagne avait finalement succombé à ses blessures sur l'autoroute à péage dans l'ambulance qui le transportait. Ndongoka, notre correspondant à Pikine, a rencontré le frère jumeau de la victime. Il veut porter l'affaire devant la justice. taxawuma une minute sapeur bi wàcc na ah sa waay Ousseynou dem na de li jóge ci man du ñëwati loolu jóge ci man dootul ñëw. C'était le 27 octobre 2019 au croisement Keur Massar aux alentours de 18h. Un véhicule de l'armée sénégalaise et un car Ndiaga Ndiaye sont entrés en collision. Bilan: un mort sur le coup et plusieurs blessés. Ousseynou Diagne fait partie des blessés graves. Hassan, son jumeau, explique. Je ne suis même pas arrivé au CTO. C'est en cours de route que mon ami m'a appelé pour me dire qu'ils étaient en route pour l'hôpital principal. Je l'ai rejoint et dans l'ambulance, j'ai vu qu'Ousseynou avait les jambes fracturées. Il était en train de perdre beaucoup de sang. Mais avant que Ousseynou Diagne succombe, la tracasserie vécue dans les établissements sanitaires de Dakar était inimaginable. Le récit de son jumeau est glaçant. C'était vers 20h. Nous avons appelé notre grand frère. Il nous avait dit de nous rapprocher de Major Diop. On s'est rapproché de lui et il nous a dit que l'hôpital était plein et qu'il ne pouvait pas nous prendre en charge. J'ai insisté et il m'a dit qu'il n'avait plus rien à me dire. Et pourtant, je voulais au moins lui demander une piqûre qui pourrait atténuer sa douleur. Je vous jure qu'il n'est même pas venu voir le malade. Le sapeur-pompier avec qui on était m'a dit qu'il faut trouver une solution. Il m'a demandé qu'on aille à la clinique des Madeleines. Arrivé là-bas, le médecin nous demande de payer 1 million de francs CFA, ce qui était impossible parce que nous ne l'avions pas. Nous nous sommes rendus par la suite à l'hôpital Le Dantec. Là-bas, ils nous disent que leur bloc opératoire est tombé en panne. De là, nous nous sommes rendus à Fan. Là-bas aussi, impossible. C'est ainsi que le sapeur-pompier s'est rendu à la police centrale. Et là-bas, ils nous disent d'aller à Tchonk. Arrivé à Tchonk, ils nous demandent d'aller encore à la gendarmerie de Keur Massar. Et c'est en cours de route sur l'autoroute à péage que c'est nous finalement décédés dans le véhicule des sapeurs-pompiers. Hassan Diagne compte porter plainte pour que de pareilles situations ne se reproduisent. Ndongoka Pikine, RFM. Ndongoka, célébration ce 1er décembre de la journée mondiale de lutte contre le sida, une maladie réelle à Ziguinchor. Près de 500 cas enregistrés rien qu'en 2019 et sur les 500 cas, 46 sont des enfants qui ne suivent pas correctement le traitement du fait de la méconnaissance de leur statut sérologique. À Ziguinchor, le sida est devenu source de divorce dans les couples. Lamine Ba.
Les stratégies de riposte élaborées contre le VIH-Sida peinent à faire leurs effets contre la propagation de la maladie dans la région de Ziguinchor. Rien qu'en 2019, près de 500 nouveaux cas ont été enregistrés avec une cinquantaine d'enfants dénombrés. Maïmouna Talguey est la conseillère régionale VIH-Sida à la région médicale de Ziguinchor. Pour ce qui est des personnes qui ont été dépistées positives pour cette année-ci, nous avons un nombre de 447 personnes, dont 46 enfants. Ces enfants sont suivis. Mais le grand problème, les accompagnants de ces enfants posent problème. Peut-être parce qu'ils ne comprennent pas l'efficacité du traitement, ou bien ils n'ont pas partagé la situation de l'enfant avec les parents. C'est vrai que les parents décèdent. Maintenant, les tuteurs n'étaient pas informés du statut sérologique des parents. Le VIH-Sida continue aussi d'être source d'éclatement des couples où l'un des partenaires choisit de révéler son statut sérologique à l'autre, explique la conseillère régionale VIH-Sida à la région médicale de Ziguinchor. L'assistance sociale peut convaincre la dame à partager son statut et même l'accompagner pour le partage de ce statut. Mais malheureusement, c'est l'homme qui ne l'accepte pas le plus souvent. Et dans ces cas, même parfois les maris sont informés, préparés, mais malheureusement, c'est des suites de divorce que nous constatons. Selon toujours les chiffres de la région médicale, ce sont exactement 3626 personnes séropositives qui sont suivies dans les différentes structures sanitaires de la région. Les techniciens de santé plaident pour un engagement plus accentué des communautés dans la riposte au VIH-Sida. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. La prise en charge des personnes vivant avec le VIH demeure justement un problème et c'est à cause de la non-disponibilité des antirétroviraux. Soukaine Ndiaye, la nouvelle présidente du réseau des personnes vivant avec le VIH, le reconnaît. Salimata Aou est allée à sa rencontre. Fraîchement nommée, Soukaine Ndiaye a pris ce problème à bras le corps. Elle est à la tête du réseau des personnes vivant avec le VIH. Sa plaidoirie s'accentue sur la prise en charge des enfants et la disponibilité de leurs médicaments. Les enfants vraiment qui ont un taux très limité par rapport à la prise en charge. Comme nous le savons nous tous aujourd'hui dans notre pays, le traitement du VIH est gratuit. Donc si nous ne pouvons pas parvenir aujourd'hui à traiter nos enfants parce qu'il y a des obstacles. La disponibilité des médicaments pour les ARV enfants. Il y a un peu de problème là-dessus parce que je pense qu'il y a l'âge aussi qui pose problème. Parce que l'enfant qui est là, qui a 1 an ou bien qui a 6 mois et qui vit avec le VIH, je pense que son traitement ne doit pas être pareil comme l'âge de 7 ans à 14 ans. Elle veut aussi l'implication des communautés dans la lutte, vu leur rôle important dans la société. C'est fondamental, c'est obligatoire parce que sans la communauté, on ne va pas y arriver. Il faut s'y impliquer davantage pour que vraiment tous les problèmes et les obstacles qui tournent autour de la prise en charge. La présidente du réseau des personnes vivant avec le VIH-Sida insiste aussi sur la stigmatisation qu'il faut éviter. Et en s'approchant aux personnes vivant avec le VIH, nous aider vraiment à pouvoir nous exprimer davantage. S'il faut même nous pousser à vraiment être de l'avant. C'est la communauté qui peut faire ça, y compris la population. Parce que nous sommes les vôtres. Les PVH font partie de la communauté. Pour cette année, le secrétariat exécutif du CNLS veut mettre les communautés au centre de la prise en charge des enfants. Salimata a noté donc que la journée mondiale de lutte contre le sida est célébrée ce dimanche 1er décembre sur le thème « Les organisations communautaires font la différence », une façon de rendre hommage aux organisations communautaires qui s'engagent dans la lutte pour éradiquer justement la maladie. En plus bref, l'activiste Guy Marius Sagna et les 8 autres personnes toujours dans les liens de la détention, ils sont toujours en garde à vue au commissariat central de Dakar. Ces membres de la société civile sont poursuivis pour trouble à l'ordre public, participation à une manifestation interdite et attroupement. Mais au-delà de ces délits, Guy Marius Sagna, lui, est également poursuivi pour rébellion contre un agent dans l'exercice de ses fonctions. Ces 9 personnes ont été arrêtées vendredi à la suite d'une manifestation pour dénoncer la hausse du prix de l'électricité. Il est midi 10 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Papa Ballagay, bonjour. Bonjour Barthélémy Ngom. Vous êtes à l'Assemblée nationale. Sur place, c'est le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui fait face aux députés pour défendre son budget. Mais la question de la sécurité occupe les débats présentement. Vous l'avez dit, le projet budget du ministère de l'Intérieur est en étude en ce moment
en compagnie de la majorité des députés de l'Assemblée nationale. Pour l'année 2020, le budget programme du ministère de l'Intérieur est arrêté à 126 698 134 778 francs CFA pour 177 186 310 715 francs en autorisation d'engagement. 6 programmes donc ont été dégagés pour l'exécution du dit projet, tels que pilotage, gestion et coordination administrative, sécurité publique, sécurité civile, administration territoriale, gouvernance électorale, fonds de lutte contre les incendies. Dans le présent rapport, les députés n'ont pas manqué de soulever les questions ou bien les quelques points jugés essentiels, à savoir la sécurité qu'il faut renforcer à tout prix dans plusieurs localités du pays face au terrorisme qui frappe à nos frontières. Avec également donc d'autres questions soulevées, la construction de commissariats à Sambiabal entre autres, Malem Odar, à Nibi, Bakel, Nioro Fatick entre autres, et également des casernes de sapeurs-pompiers dans plusieurs localités du pays. Il est également demandé la réhabilitation de certaines infrastructures de l'administration territoriale jugées vétustes. Toutes ces questions, Barthélémy, attendent donc des réponses de la part du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui rappelons également à la jeune Mariam Soda Ndiaye est installée ce matin en remplacement à ce poste à cette salle démissionnaire qui est nommé envoyé spécial du président de la République, Macky Sall. Voilà en gros, Barthélémy Ngom, ce qu'on peut retenir du vote du projet budget programme 2020 du ministère de l'Intérieur qui donc est en cours à l'Assemblée nationale ce matin. Et nous y reviendrons, Papa Ballagui. Merci. Le chef de cabinet du président de la République, Mame Mbaye Niang, il condamne le comportement de Guy Marius Sagna et compagnie qui ont manifesté devant le palais présidentiel malgré la mesure d'interdiction de l'autorité administrative. Il s'agit bien sûr du préfet. Il souligne que force doit rester à la loi. Le chef de cabinet du président de la République préconise par ailleurs la suppression de la mairie de Dakar et de toutes les mairies de ville. Mame Mbaye Niang était l'invité de Babacar Fall dans le grand jury ce dimanche. Et là, Djinyo Goudien. La fermeté, une grande fermeté de l'État, c'est ce que prône Mame Mbaye Niang face à la témérité de Guy Marius Sagna qui a réussi à s'agripper aux grilles du palais de la République vendredi lors de la marche interdite de la plateforme Aar Li Ñu Bokk contre la hausse du prix de l'électricité. Chacun est libre de faire ce qu'il veut faire de sa vie, mais il faut respecter la loi et il faut respecter quand même la République. Respecter la République, c'est respecter les symboles qu'elle incarne. Respecter la République, c'est vivre en conformité avec la loi. C'est tout ce que je peux dire. L'État doit être debout, l'État doit être ferme. Les manifestations à répétition et autres attaques d'opposants, le ministre-chef de cabinet pense que le président Macky Sall n'est pas assez défendu et soutenu par les membres du gouvernement. Il y a encore des efforts à faire. Le président de la République a besoin d'être soutenu parce que je pense qu'il faut le rappeler. Ce mandat-là, c'est 5 ans et il y a eu beaucoup d'engagement et il y a beaucoup d'espoir et je pense que les mesures, les réformes les plus impopulaires, on devrait les prendre et c'est le moment idéal pour soutenir le président de la République à travers un engagement. Je rappelle aussi que c'est important de le rappeler. Un ministre, c'est de la compétence, c'est du militantisme, mais aussi c'est de l'engagement politique. Mais la personne qui doit être au devant n'est personne d'autre que le ministre, d'autant plus qu'il n'y a plus de premier ministre. Sur un autre registre, l'idée de l'expert en communication, Cheikh Diallo, pour une suppression de la mairie de Dakar ne laisse pas indifférent le responsable du parti présidentiel. Mame Mbaye Niang est en phase et va même plus loin. Je suis pour la suppression des mairies de ville, mais je suis pour le renforcement des maires des communes ou des autres communes, c'est-à-dire Dakar et ses 19 communes, les maires en exercice. L'objectif, c'est de bien faire. Je pense que si on peut renforcer et revoir l'organigramme de la décentralisation pour améliorer le système, mais il faut y aller. Concernant le débat sur un éventuel troisième mandat du président Macky Sall, le ministre chef de cabinet parle de débat prématuré et sans aucun intérêt pour les populations. Et là, Djinyo Goudien, l'Alliance pour la République, le parti au pouvoir qui fête ses 11 ans ce dimanche. Cérémonie cet après-midi au siège du parti à Mermoz en présence du chef de l'État. Mais un spécialiste en communication analyse l'APR. C'est un parti désorganisé, dépourvu d'instance et de numéro 2. La seule personne qui aujourd'hui fait l'APR, c'est Macky Sall, estime Bakary Domingo Mané. Il était un des invités de Remue Ménage, une émission animée par Binta Diallo.
ce parti-là souffrait de quelque chose, de l'inorganisation où justement les instances du parti, se réunissaient rarement. La dévolution, n'est-ce pas, des pouvoirs à l'intérieur de ces partis-là, souvent se fait par le truchement, n'est-ce pas, des nominations au niveau ministériel ou bien à d'autres postes de responsabilité. Donc, l'un dans l'autre, je pense que la velléité, n'est-ce pas, de Macky Sall est d'avoir une emprise sur ce parti, en refusant d'abord vraiment d'avoir un numéro 2 ou un numéro 3, donc en organisant le parti de manière vraiment à créer les conditions d'une élection qui va vraiment distribuer, le pouvoir à l'intérieur de ce parti. Tout cela, je pense qu'il l'a fait vraiment pour avoir une emprise. Mais cela a des conséquences aujourd'hui. Quand un parti est inorganisé, c'est-à-dire que quand vous, choisissez ce que j'appelle, l'organisation horizontale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de patron. Chacun se dit le patron de tout le monde. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passe, c'est que le discours devient un discours trop personnel, où chacun tire la couverture sur soi. Par exemple, on l'a vu récemment entre Cissé Lo et Djibril War. Ça veut dire que ce sont des frustrations, n'est-ce pas, qui s'accumulent à l'intérieur même de ce parti-là, où chacun pensait pouvoir avoir, des responsabilités qu'on ne lui a pas confiées. Donc, pour moi, que retenir vraiment de ce parti-là? Sinon, aujourd'hui, depuis que, Macky Sall est à la tête de ce pays-là, on parle moins de l'APR, on parle plutôt, n'est-ce pas, de Benno Bokk Yakaar, parce que c'est à ce niveau-là que le président de la République vraiment a mis l'accent pour vraiment créer les conditions de sa réélection. Bakary Domingo Mané sur le fonctionnement de l'Alliance pour la République, l'APR, qui, je le rappelle, fête ses 11 ans ce dimanche. La cérémonie est prévue cet après-midi au siège du parti à Mermoz. Ce sera en présence du chef de l'État. Midi 17, je vous l'annonçais en titre, les travailleurs de la SDE, la Sénégalaise des Eaux, qui entament ce soir à partir de minuit une grève de 72 heures. Ils réclament 15% des actions de la nouvelle société Suez chargée de la gestion de l'eau. Mais cette grève n'est pas du goût des consuméristes des organisations comme l'ASCOSEN et le FOJCOSEN. Le Forum des jeunes consommateurs appelle les syndicalistes de la SDE à surseoir à leur grève. Ces associations ont entamé une médiation pour une solution entre les deux parties. Nous écoutons le président du FOJCOSEN, Mam Alassane Sow, joint par Eladji Ndiogou. Nous, en tant qu'association de consommateurs, avec nos autres collègues, à savoir l'ASCOSEN de Mamandao, on a mené des médiations officielles auprès du dit syndicat du mars 25. On a tenu avec eux une réunion de 2 heures de temps pour les demander de renoncer le préavis de grève, même de suspendre en attendant qu'on entre en processus de médiation. De l'autre côté, il y a d'autres fédérations qui sont entrées en jeu en même temps que nous pour demander aussi que les syndicats lui donnent un peu de temps de pouvoir voir aux côtés du ministère pour mener des médiations pour que les choses se passent très bien et que l'intérêt des consommateurs soit prévu sur tout l'État. Ils ont assuré qu'ils vont en grève, mais en grève de zèle, ce qui n'aurait pas beaucoup d'impact sur les consommateurs. Mais nous, de notre côté, nous les lançons officiellement un appel patriotique que, vu de la situation de ce pays actuellement, de suspendre leur préavis de grève qu'ils ont déclaré pour trouver une meilleure solution pour l'intérêt suprême de la nation. Mam Alassane Sow, le président du FOJCOSEN, le forum des jeunes consommateurs. Dans tous les cas, cette grève de 72 heures est diversement appréciée par des Dakarois. À Niaritali, par exemple, les citoyens rencontrés estiment que le motif de la grève ne tient pas du tout. D'autres, par contre, prônent la concertation. Reportage Virginie Léontine Sagna. Nous sommes à Niaritali. Ici, les habitants montrent leur mécontentement face à la pénurie d'eau à venir. Le prix de l'eau doit diminuer. Rester 3 jours sans eau, sans prier, sans se laver ni nettoyer la maison, ce n'est pas bien, car l'eau est une partie intégrante de la religion. Donc, si cela ne dépendait que de nous, il n'y aurait jamais coupure d'eau. Cette femme, environ la quarantaine, déclare que l'urgence n'est pas de demander 15% des actions de la nouvelle société, mais d'améliorer la qualité de l'eau au Sénégal. L'heure est de réclamer qu'on ait une bonne qualité d'eau. Mais ils veulent juste de l'argent. Et ça, c'est pas normal. La population, le bien-être de la population, c'est plus important, j'espère. Trouvée chez elle en train de faire des jus, Adja Bintamar soutient qu'elle prend toutes les dispositions
Mais elle souhaite une concertation entre l'État et la SDE. Nous sommes obligés de prendre toutes nos dispositions, mais l'État et la SDE doivent se concerter parce que tout se règle par une discussion. Toutefois, s'ils arrivent à s'entendre, là, ils pourraient travailler ensemble et mener ensemble le pays. Cette situation n'est pas du tout normale. Pour Khadisen, mère de famille, rester 3 jours sans eau n'est pas du tout normal. Quand on reste un jour sans eau, toute la famille le ressent. Donc, imaginez rester 3 jours sans aucune goutte d'eau, c'est trop. Ils n'ont qu'à aider la population. S'ils décident de mettre en exécution leur mot d'ordre, nous allons trouver des solutions et essayer de voir comment gérer l'eau dans nos maisons. Nous n'avons pas le choix. Si d'aucuns rejettent les raisons de cette grève annoncée, d'autres estiment que le dialogue entre les concernés pourrait éviter la corvée de l'eau. Virginie Samantha Assine, je rappelle donc que c'est ce soir à minuit que les travailleurs de la SDE entament une grève de 3 jours. La campagne de commercialisation de l'arachide, elle débute dans 48 heures, le 3 décembre précisément. Les OPS, opérateurs privés stockeurs réunis à Thiès, disent avoir pris toutes les dispositions pour un bon déroulement des opérations de collecte, mais ils demandent à l'État de payer les précédentes factures de semences pour éviter qu'il y ait problème. Cheikh Anta Diop. La Fédération nationale des organismes privés stockeurs et transporteurs du Sénégal a tenu une réunion d'évaluation à Thiès. Au menu, la campagne de commercialisation et des semences de l'année dernière. Selon Chertal, le président de la Fédération nationale des organismes privés stockeurs et transporteurs du Sénégal, Jean Centre, toutes les dispositions sont prises pour une bonne préparation de la campagne. On est bien frais pour démarrer cette campagne, d'autant plus que le prix au producteur a été déjà fixé à 210 francs et également la date d'ouverture a été fixée le 3 décembre prochain. Ces stockeurs et transporteurs ont insisté sur l'urgence de payer les dettes. L'État est ainsi interpellé. Nous sommes au mois de novembre. On a déjà déposé nos factures des semences pour qu'il y ait vraiment un bon déroulement de la campagne. Quelle que soit la situation, nous allons démarrer la campagne. Maintenant, pour qu'il y ait vraiment un bon démarrage, il faut que l'État commence à payer ou bien à donner des avances sur les factures des semences précédentes. Une campagne, ça doit faire l'objet de règlement. L'adjoint au gouverneur de Thiès, Omar Ndiaye, a invité les opérateurs à promouvoir la production et la commercialisation à grande échelle de la de Thiès. Omar Ndiaye a invité les opérateurs à promouvoir la production et la commercialisation à grande échelle de l'arachide. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop de Thiès, nous nous rendons à Saint-Louis. Là-bas, un comité de veille et de contrôle citoyen a été mis en place pour défendre les intérêts des populations dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Un comité qui intègre plusieurs segments de la société. Déjà, Mohamed Nabissila se dit comité prône une démarche inclusive. Comité de veille et de contrôle citoyen bi am ci dëkk bi di Ndar fas yéene taxaw ci lépp loo xam ni aju. Toutes nos excuses, le Wolof de Mohamed Nabissila qui s'invite dans l'édition en français. Mohamed Nabissila qui doit nous parler bien sûr de ce comité de veille et de contrôle citoyen qui a été mis en place à Saint-Louis. C'est pour défendre les intérêts des populations dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Un comité qui intègre plusieurs segments de la société déjà. Il prône une démarche inclusive. Le comité a donc pris plusieurs décisions pour permettre aux populations de bénéficier davantage du pétrole et du gaz. Un comité, qui intègre plusieurs segments de la société. Si l'élément est en place, Abdoulaye Diop, voici la correspondance de Mohamed Nabissila. C'est à travers une randonnée pédestre que le comité de veille et de contrôle citoyen de la ville de Saint-Louis a sensibilisé sur les impacts sociaux, économiques et environnementaux liés à l'exploitation du gaz à Saint-Louis. Aïda Mbaye est la première adjointe au maire de Saint-Louis. Nous, population, qu'on puisse vraiment être les principaux bénéficiaires au niveau de nos communes restrictives. Et également, la langue de barbarie et les autres qui sont impactés à cause de leurs activités économiques, la pêche, pour tout faire pour qu'il n'y ait pas assez de nuisances par rapport à cette économie de Saint-Louis, mais également de nos pêcheurs. À côté de Arades, d'Oxfam et d'autres partenaires, le Forum civil a été représenté par Mam Latir Fall, coordonnateur de la coalition Publiez ce que vous payez. Un dialogue inclusif, ça veut dire que nous appelons tous nos citoyens
sur cette question à avoir un consensus le plus large possible. Nous avons vu à travers cette randonnée, il y avait les élus, il y a les pêcheurs, il y a les conseils de quartier, il y a les citoyens, il y a même le représentant. Nous prions Dieu pour que le Sénégal soit uni autour de cette question pour l'intérêt exclusif de ses fils. Et Mme Fall Khady Diallo d'expliquer les multiples attentes contre les nuisances. Le gaz à Saint-Louis, l'arrivée, c'est une aubaine pour nous Saint-Louisiens. C'est le Sénégal, mais c'est aussi à Saint-Louis. Nous avons fait le tour de nos jeunes dans les écoles, les ASC, les groupements de femmes, les femmes transformatrices, les hommes, pour que demain, les opportunités d'emploi qu'il y aura à Saint-Louis, que tout le monde puisse en bénéficier, surtout les Saint-Louisiens. Et nous n'attendrons pas jusqu'à demain pour lever nos mains ou bien nos paroles pour demander quelque chose. C'est un dû. De plus en plus, une démarche inclusive est menée pour éviter les désagréments liés à la future exploitation du gaz. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila, en plus bref, les élections pour choisir un nouveau président pour les transporteurs de Touba reportées à une date ultérieure. Le scrutin était initialement prévu dimanche. C'est le sous-préfet de Ndam qui a pris la décision. L'autorité évoque des raisons de sécurité et un fichier pas du tout bon. Idika, le président sortant, s'oppose à la mesure. Des chefs religieux ont d'ailleurs engagé une médiation, nous signale Marema Diop, notre correspondante dans la zone. Il est midi 27 minutes. Bienvenue, cher Tidiane Diagne. Merci à vous, Barthélémy. Nous parlons d'abord du mondial féminin de handball. Ça ne passe toujours pas pour le Sénégal. C'est au Japon où se déroule ce tournoi. Les Lions ratent leur deuxième sortie. Elles ont chuté ce matin face à la Roumanie sur le score de 29-24. Hier, les Lions ont aussi chuté d'entame contre Monténégro sur le score de 29-25. La RDC, qui représente l'Afrique dans cette compétition, a été battue par la Suède par 10 points de différence, 26-16, tandis que l'Angola, qui est né à sa 14e participation à une phase finale de Coupe du monde handball féminin, avait chuté hier contre la Serbie sur le score de 32-25. À retenir que ces deux formations africaines que sont l'Angola et la RDC vont jouer demain pour leur deuxième sortie, Barthélémy. Et nous parlons du mondial de beach soccer ce soir. Les demi-finales se jouent ce soir. Oui, justement, à partir de 19h15, Russie, Japon, 21h, Italie, Portugal. Présentation des affiches avec Sodayam, notre envoyé spécial au parlant. En attendant de retrouver Sodayam, nous allons peut-être parler basketball avec le tournoi de montée en première division. Des difficultés notées à Mbaké Basket Club qui prend part à la compétition. Nous allons écouter justement la correspondance de Marema Diop qui nous parle de problèmes financiers surtout. Qualifié pour le tournoi de montée en première division, le Bawol Basket Club de Mbaké peine à récolter les fonds nécessaires pouvant lui permettre de participer à cette compétition qui démarre ce 2 décembre. Papso, coach du Bawol Basket Club de Mbaké. Les difficultés commencent par déjà le transport. On doit se restaurer pendant une semaine. On doit aussi être en bonne condition, ça veut dire quoi? Être accompagné d'un médecin. Et actuellement, si on est en difficulté de savoir même est-ce que demain on peut aller sur Dakar tranquillement avec les moyens pour compétir vraiment dans de bonnes conditions, nous ne sommes pas encore rassurés sur ça. Jusque-là, laissés à eux-mêmes, joueurs et encadreurs sollicitent le soutien des autorités locales. C'est une compétition intense. Donc où les équipes qui auront vraiment les moyens pourront aller loin. Et c'est les moyens financiers. Nous lançons vraiment un appel aux autorités de Mbaké et tous les Mbakois qui sont aussi à Dakar, ils vont entendre peut-être ce cri-là, cet appel, et vont vraiment venir aider cette équipe à performer. Du 2 au 9 décembre, Bawol Basket Club de Mbaké participe à Dakar au tournoi de montée en première division. L'équipe partage la poule D avec RS Yoff, Rakadjou, Fouladou de Villingara et l'équipe de l'université de Bambay. Marema Diop, Mbaké, RFM. Marema Diop, retour sur le mondial de beach soccer. Ce soir, les demi-finales à 19h15, la Russie qui croise le Japon. Juste après 21h, Italie, Portugal. Le Portugal qui est une des nations favorites à cette compétition puisqu'étant championne d'Europe en titre. La présentation des affiches avec Sodjam, notre envoyé spécial au Paraguay. Italie-Portugal, c'est l'affiche de la finale de cette 10e édition du mondial de beach soccer. Lors des demi-finales, l'Italie a pris sa revanche sur la Russie qui l'avait battue en finale des qualifications européennes. À la fin de la 3e période, les deux protagonistes étaient à égalité, 7 buts partout. Mais juste au début de la prolongation, Zurlo sauve son équipe en transformant un penalty en but. Même avec 54% de possibilités
possession, la Russie de Romanov n'a pas pu empêcher l'Italie de Gorée de filer en finale pour la deuxième fois après 2008. Ainsi, l'Italie va croiser le Portugal qui a mis fin à la série de victoires du Japon qui jouait sa première demi-finale. Un match qui s'est terminé à l'épreuve de tir au but. Après 3-2 à la fin de la troisième période et à la fin de la prolongation, le Portugal va jouer sa troisième finale après celle de 2005 et de 2015. L'affiche de la grande finale oppose alors un ancien champion, le Portugal en 2015, à une équipe dont le meilleur résultat en Coupe du Monde reste la deuxième place, autrement dit vice-championne en 2008, l'Italie. Mais avant cette grande finale, la petite finale va opposer le Japon à la Russie. Sodacham, Asunción, Paraguay, Radio Futur Média. Sodacham qui nous parle donc de la finale attendue ce soir, la finale du mondial de beach soccer. Les Lions qui ont pris part à cette compétition ont été éliminés à l'étape des quarts de finale justement par le Portugal qui va jouer la finale de ce soir. Les Lions qui sont en route pour rentrer au pays. Nous parlons football chez nous avec Djambar de Sali qui a remporté hier le trophée Challenge des champions en dominant au stade Alassane Djigo de Pékin, l'Union sportive de Gorée sur le score d'1-0. Un but inscrit par Cheikh Bamba Dieng un peu plus après la demi-heure de jeu. Le Giraffe s'est aussi emparé de la médaille de bronze en dominant petitement Tenguet FC sur le score 2-0. La saison de Ligue 1 qui va démarrer dès le week-end prochain. Barthélémy, on parle autre chose. Oui, du football toujours, mais cette fois-ci pour faire le tour d'horizon des championnats en Europe. Et nous parlons d'abord du championnat anglais ce dimanche pour la suite de la 14e journée. Leicester qui pourrait consolider sa deuxième place si toutefois les Foxes dominent Everton ce soir ou alors cet après-midi à partir de 16h30. À la même heure, Manchester United qui occupe une bien triste place, 11e au classement, accueille Aston Villa. Arsenal aussi mal en point dans ce championnat, joue à partir de 14h contre la formation de Norwich. Hier, Liverpool a eu quelques difficultés mais a finalement remporté ce match face à Brighton sur le score de 2-1 avec un doublé plutôt inscrit par Virgil van Dijk, le défenseur central de Liverpool. Cette victoire permet de devancer de 11 points le double tenant du titre Manchester City qui a été tenu en échec hier par Newcastle sur le score de 2 buts partout plutôt. Le Real Madrid reprend provisoirement la tête de la Liga FC Barcelone. Les Merengues en déplacement hier chez Alaves l'ont remporté à l'entame de la 15e journée sur le score de 2-1. L'FC Barcelone dans un choc attendu ce dimanche à 20h à Madrid face à Atlético Madrid pourrait reprendre sa place de leader. En France, le match PSG-Monaco, alors AS Monaco PSG prévu ce soir à partir de 20h a été reporté pour des raisons d'intempéries sur la principauté, les conditions météorologiques ne permettant pas de jouer. Et en attendant, retenez que l'Olympique de Marseille est le nouveau dauphin du Paris Saint-Germain, puisque hier la formation d'Angers a été battue par Nice sur le score de 3-1. Angers qui reste à la 3e place au classement. En Allemagne, il faudra noter que Leipzig est leader après avoir battu hier Paderborn sur le score de 3-2. Dortmund se relance dans la douleur face à Hertha Berlin, 2-1 hier, mais les jaunes et noirs sont 5e. 4e, Bayern Munich a été battu hier par le Bayer Leverkusen sur le score de 2-1. En Italie, notez que l'Inter de Milan est le dauphin de la Juventus de Turin. L'Inter de Milan qui accuse un point de retard joue tout à l'heure à partir de 14h contre la formation de Spal. Actuellement, la vieille dame, la Juventus de Turin, leader, joue contre Sassuolo. Retenez qu'une autre rencontre est prévue toujours aujourd'hui à partir de 14h entre la Lazio de Rome et Udinese, mais retenez qu'Atalanta a consolidé hier sa 4e place après sa large victoire sur Brescia, score de la partie 3-0. Nous parlons du tirage au sort de la phase de groupe de l'Euro 2020 qui a été effectué hier. Le moins que l'on puisse dire est que la France se retrouve dans la poule de la mort. La correspondance de Cheikh Sidoussila. Avec l'Allemagne, le Portugal, champion en titre, et l'équipe qui sortira des barrages du groupe A, c'est-à-dire l'Islande, la Roumanie, la Bulgarie ou la Hongrie, on peut dire que la France est dans la poule de la mort. Et ce n'est pas le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, qui dira le contraire. On peut avoir un tirage un peu plus aisé, mais bon, c'est comme ça. On savait les risques qu'il y avait avec un tirage partiel, c'est comme ça. Donc on sait à quoi s'attendre sur 2 adversaires. On attendra le dernier qui se qualifie au mois de mars, mais évidemment il faudra être tout de suite performant dès les matchs de poule. On raconte de grosses nations qui ont gagné des titres aussi récemment, donc voilà, on a un programme
chargé. Pour sa première sortie le 16 juin à Munich, la France affrontera l'Allemagne. Le match face aux barragistes est programmé pour le samedi 20 juin à Budapest. C'est dans cette même ville que les Bleus croiseront le fer avec le Portugal. Match prévu le 24 juin. Paris, Cheikh Sidou Silla, RFM. Cheikh Sidou Silla qui revenait donc sur la composition du groupe de la France lors de l'Euro 2020 dont les compétitions démarrent à compter du 2 juin 2020. Et là, sous nos yeux, pour ce qui concerne le championnat italien, retenez qu'à la Juventus de Turin est actuellement mené par la modeste formation de Sassuolo sur le score de 2-1. Le match est en cours de jeu, on est à l'entame de la seconde période. Le résultat de ce match dans le journal de 13h, Cheikh Tidiane Diagne, merci. 1h di benn waxtu jot ca Pikine ak ca Guédiawaye ñu dikk ak yéen ci xibaar